Suite à la commission Rawal-Sirois, tenue entre 1937 et 1940, il est devenu de plus en plus clair que les intentions du gouvernement fédéral sont d'intervenir dans le domaine social afin de bâtir au Canada un véritable État-providence. Déjà, pendant la guerre, le gouvernement fédéral met sur pied un programme national d'assurance chômage, une mesure qui a nécessité la réouverture de la Constitution puisqu'il s'agit d'un pouvoir provincial. En 1945, un programme d'allocation familiale est lancé par le gouvernement de Mackenzie King, ce qui entraîne un mécontentement de Maurice Duplessis au Québec qui cherche à défendre les pouvoirs de la province en matière sociale. Le fait que les chèques soient versés aux mères de famille dans un Québec où règnent toujours les idées conservatrices n'est certainement pas étranger à cette réticence. En 1951, suite à une conférence fédérale provinciale, un autre amendement constitutionnel est fait pour permettre l'instauration au Canada d'un programme universel de pension de vieillesse pour les personnes âgées de 70 ans et plus. Cependant, Duplessis se montre plus ferme dans sa défense de l'autonomie provinciale lorsque le gouvernement fédéral tente d'intervenir en éducation et en santé. Duplessis refuse les subventions que le gouvernement Saint-Laurent souhaite verser aux universités, tout comme il refuse aussi que le Québec adhère au programme canadien d'assurance hospitalisation, jugeant cet interventionnisme fédéral comme de l'ingérence. Après la Seconde Guerre mondiale, l'économie canadienne devient de plus en plus dépendante de l'économie américaine. En plus d'être la plus importante source d'investissement étranger, les États-Unis sont notre principal partenaire commercial en ce qui concerne les exportations et les importations. Stimulée par la reconstruction européenne, la forte croissance économique des États-Unis amène un grand besoin de ressources naturelles dont dispose le Canada, ce qui stimule son économie à son tour. Cette intégration des économies canadiennes et américaines est appelée continentalisation de l'économie. Celle-ci est symbolisée par la voie maritime du Saint-Laurent qui est inaugurée en 1959. Construite en partenariat avec les États-Unis, elle est constituée d'un système de canaux et d'écluses qui permet de soulever les navires au-dessus du niveau de la mer et leur permet donc de passer d'un lac à l'autre jusqu'au lac Erie. De manière plus large, elle fait partie d'une route maritime qui permet de naviguer les 3700 km qui séparent Duluth, en bordure du lac Supérieur, à l'Atlantique. Au début des années 1960, les Canadiens français se sentent de plus en plus exclus dans leur propre pays. Foyer principal des francophones au Canada, les Québécois deviennent de plus en plus impatients, poussés par un mouvement indépendantiste qui gagne en popularité. Pour répondre à ce mécontentement, le gouvernement libéral de Lester B. Pearson met en place en 1963 la commission d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, qu'on appelle plus souvent la commission Laurando-Dunton, le nom de ses deux coprésidents. Son mandat est de faire au gouvernement des recommandations afin de mieux reconnaître la dualité des cultures au Canada. Dans le cadre de leurs travaux, les commissaires mettent en évidence la sous-représentation des francophones dans les institutions fédérales, mais aussi leur infériorité économique. Le bilan de la commission est cependant mitigé. Elle formule plusieurs recommandations, dont celle de reconnaître le français et l'anglais comme langue officielle du Canada. Le premier ministre Pierre Elliott Trudeau donne suite à cette recommandation en 1969 en faisant adopter la loi sur les langues officielles. Cependant, pour bien des Québécois plus nationalistes, cette mesure est jugée insuffisante. Alors qu'il cherche à faire reconnaître l'idée des deux peuples fondateurs, Trudeau est plutôt d'avis qu'il faille défendre le multiculturalisme au Canada. En 1949, la Fédération canadienne accueille sa 10e province avec l'addition de Terre-Neuve à la suite de la tenue de 2 référendums. D'autre part, le gouvernement fédéral a tenu plusieurs rencontres avec les provinces afin de modifier la Constitution, comme par exemple lorsque le gouvernement fédéral met en place un impôt sur le revenu ou lorsqu'il intervient dans des champs de compétences des provinces. Un fait demeure cependant, il faut faire appel au gouvernement britannique à chaque fois qu'un amendement constitutionnel est nécessaire, même si le Canada est un pays autonome du Royaume-Uni depuis 1931. Rapatrier la Constitution au Canada devient de plus en plus un enjeu prioritaire pour le gouvernement fédéral dans les années 1960.
Or, il n'existe aucun mécanisme pour amender celle-ci une fois qu'elle serait ramenée au pays. Dans les faits, qui aurait le pouvoir de décider des futures modifications constitutionnelles? Personne n'a la réponse et trouver une formule pour la modifier devient une condition au rapatriement. Le Québec, quant à lui, réclame davantage d'autonomie du Canada et fait de cette demande une condition au rapatriement. Alors que Jean Lesage demande un statut particulier pour le Québec dans le Canada, son successeur Daniel Johnson va plus loin avec le slogan « Égalité ou indépendance ». En plus du statut particulier pour le Québec, foyer principal des francophones, il exige que ceux-ci soient considérés de manière égale aux anglophones dans la Fédération canadienne, sinon il laisse entendre qu'il envisage de la quitter. Cette vision d'un Québec plus autonome dans le Canada fait contraste avec celle de Pierre Elliott Trudeau qui est davantage centralisateur et qui a le projet de joindre à la Constitution une charte des droits. En 1971, une conférence constitutionnelle est organisée à Victoria, en Colombie-Britannique, afin de dénouer l'impasse. C'est Robert Bourassa, devenu premier ministre l'année précédente, qui représente le Québec et qui refuse l'offre constitutionnelle faite par le gouvernement fédéral, jugeant qu'elle est insuffisante puisqu'elle n'accorde pas de nouveaux pouvoirs au Québec en matière sociale. L'unanimité étant nécessaire, il n'y aura ni rapatriement ni amendement constitutionnel cette année-là, et le problème demeure entier. La Constitution est toujours au Royaume-Uni.